Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Université du Québec à Montréal pour cette conférence publique qui porte sur la question du gaz naturel. S'agit-il bien d'une énergie de transition? Alors, on va beaucoup travailler sur le point d'interrogation, d'accord? Et maintenant, pourquoi parler de gaz naturel ce soir, 5 septembre? Eh bien, c'est parce qu'on entre dans une semaine importante en termes de discussion sur les questions climatiques. Il y a la rencontre du GIEC, vous le savez, cette semaine à Montréal. Alors, cette rencontre a pour but de réunir les scientifiques autour de la préparation du 6e rapport du GIEC. Alors, maintenant, le lien entre le charbon, le pétrole et le climat est quand même, je pense, bien compris. Très bien, disons, développé du côté de la connaissance scientifique, mais bien compris, je pense, de la part de nos décideurs, en fait. Mais par contre, quant au lien entre le gaz naturel et le climat, ben ça reste problématique. C'est très bien documenté par la science, mais il semble que c'est vraiment pas compris par nos décideurs. Alors, on voit que les politiques publiques favorisent le gaz naturel, comme présenté comme une solution de rechange au charbon et au pétrole. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. On va se demander, mais qu'en dit la science? Alors, les hôtes de cette activité-là, Mme Carole Dupuis, qui est coordonnatrice générale et porte-parole du RVHQ, Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Il y a plusieurs membres du regroupement ici. Christian Simard, qui est directeur général de Nature Québec. Marc Brulmans, qui est ici et qui interviendra au moment de la discussion à la fin, qui est docteur en biophysique, qui est membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, qui réunit 170 chercheurs sur cette question depuis les années 2011. Il est coordonnateur interrégional Région Nord du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Et moi-même, qui travaille dans le secteur de l'éducation, éducation relative à l'environnement, je dirige le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté ici à l'UQAM. Et je coordonne le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Alors, les scientifiques invités ce soir, c'est d'abord Yann Chavaya de l'Université Paris-Saclay et qui est post-doctorant chez Ouranos et au laboratoire de climatologie de l'Université Concordia. Et Yann travaille avec Damon Matthews, qui était avec nous ce matin à la conférence de presse. Damon a un doctorat en sciences de la Terre et de la mer de l'Université de Victoria. Il est actuellement professeur titulaire de la chaire de recherche en sciences du climat à l'Université Concordia. Et il a contribué en tant qu'auteur au 4e et 5e rapport des travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, Yann travaille en étroite collaboration avec Damon et la présentation de ce soir a été préparée conjointement. Pierre Langlois, qui est docteur en physique de l'Université Laval, figure bien connue de la communication scientifique autour des questions énergétiques. Il est spécialiste de la mobilité durable, évidemment un communicateur scientifique. Il est aussi membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Alors, on aura ce soir des exposés et suivra
une période de questions et aussi de discussion où chacune pourra apporter aussi son regard sur cette problématique et travailler à éclairer le point d'interrogation et puis après. Bonsoir. Vous avez droit ce soir à une version un peu approfondie d'une présentation ce matin à la presse. Il y avait quand même 7 représentants des médias, donc surveillés, Journal de Montréal, Le Devoir, Radio-Canada, Journal de Métro. Il y avait les Années-Lumière aussi qui vont sans doute faire quelque chose lors de leur émission hebdomadaire dominicale bien connue. Donc, vous allez avoir... Donc, on va d'abord développer le contexte dans lequel s'inscrit cette place du gaz là, dans le cocktail des changements climatiques. Donc, on va établir le contexte, on va rappeler certains faits. Ensuite, directement ce que nous dit la science sur la contribution du gaz naturel au phénomène des changements climatiques et au bilan des gaz à effet de serre au niveau mondial et au niveau québécois. Ensuite, en 3, on va regarder c'est quoi les options. On va développer les options qu'on a face au gaz naturel, qu'est-ce qui peut être fait. Et en 4e partie, on va revenir avec, en faisant ressortir les grandes conclusions de cette démonstration-là. Donc, les cibles de réduction des GES, je pense qu'il faut se rappeler, pour certains, ce sera de la redite, mais on dit qu'un des principes de la communication, c'est la redondance. Et il faut se rappeler que dit l'accord de Paris. Le 12 décembre 2015, il y a 195 États qui s'engagent. 1, à réduire leurs émissions de GES afin de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Je pense que la citation est importante, nettement en dessous de 2 degrés centigrades. À renforcer les efforts pour atteindre la cible de 1,5 degré centigrade d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, c'est un objectif qui est important, majeur. Certains le trouvent difficile à atteindre. Oui, c'est tout un défi. Il n'y a jamais eu de défi à l'échelle de l'humanité aussi important, mais il doit être pris au sérieux. Au Canada, les cibles de réduction des émissions de GES. D'ici 2020, on parle d'une réduction de 17 % par rapport à 2005. Mais si on regarde par rapport à l'échelle qui servait pour l'accord de Kyoto, qui était l'échelle de 1990, en fait, on se donne un peu congé pour la première partie. C'est plus 1,5 % par rapport à 1990. D'ici 2030, 30 % par rapport à 2005, ce qui fait simplement une diminution de 14,5 % par rapport à 1990. On y reviendra plus loin. Ce ne sont pas des objectifs très ambitieux pour un État qui a les capacités technologiques et les capacités de réduire davantage. Cible de réduction des GES pour le Québec. D'ici 2020, 20 % de réduction par rapport à 1990. D'ici 2030, 37,5 % par rapport à 1990. Et d'ici 2050, de 80 à 95 % de réduction par rapport à 1990. C'est assez intéressant de voir que l'échelle de référence canadienne et québécoise n'est pas la même. Des cibles qui sont difficilement atteignables aux yeux de tous. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à atteindre, loin de là, mais c'est des défis qui sont majeurs. Et c'est important à ce moment-là que chaque geste qu'on pose soit efficace, impactant et dirigé vers un même objectif. Et c'est la critique qu'on fait ce soir par rapport à certains choix qui sont faits ou qu'on présente comme des choix de transition ou des choix de réduction de GES. Le gaz naturel est-il une source d'énergie pertinente pour atteindre ces cibles? C'est la grande question de ce soir. Pour suivre le contexte dans lequel s'inscrit cette place du gaz naturel, je passe la parole à Carole Dupuis, Carole du RVHQ. Merci beaucoup. Attendez. Ouais. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, bonsoir tout le monde. J'aimerais vous dire, ne lisez pas les diapositives, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de contenu et ce n'est pas l'essentiel de la présentation ce soir. Alors, je vais passer vite sur l'aspect
contextuelle, mais je veux que vous sachiez que cette documentation-là existe et que si vous voulez la consulter par la suite pour l'approfondir, pour examiner les choses, elle va être disponible sur le site du RVHQ et j'imagine de Nature Québec aussi. Donc, essayez pas de suivre tout à la trace, mais je vais survoler ces différentes diapositives. Donc, quelle est la position de l'industrie par rapport à la question qui est posée? Selon l'industrie de l'énergie, le gaz naturel aura un rôle clé à jouer pour réduire les émissions de GES et réaliser la transition énergétique. L'industrie mène une offensive majeure de lobbying et de communication sur ce front, mondialement et localement. Si je vous dis que 2 des derniers vice-présidents des États-Unis, oui, c'est ça, étaient Dick Cheney, qui était le grand patron de Halliburton, et que monsieur, voyons, son nom m'échappe, l'ancien PDG de ExxonMobil et l'actuel vice-président des États-Unis. On ne parle pas de petit lobbying, on parle de gros lobbying. Et ce qu'il y a derrière ça, et je vous annonce les couleurs tout de suite, c'est que sous le couvert d'une lutte au changement climatique, ce qui se cache, c'est le boom du gaz de schiste, ce qui a amené l'explosion de la production de gaz naturel et s'y amène maintenant la révolution du gaz naturel liquéfié. C'est comme ça que l'industrie l'appelle. Donc, tout d'abord, on a fait une promotion intense du gaz naturel, entre autres pour les centrales énergiques, dans la consommation générale, mais pour les centrales. M. Langlois va vous le montrer tout à l'heure. Et maintenant, on a une frénésie, littéralement, de projets d'usines de liquéfaction, de terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié. Alors, je passe très vite sur les diapos qui suivent. C'est juste pour vous montrer que c'est intense. L'Agence internationale de l'énergie publie des rapports, fait des colloques. L'Union internationale du gaz, conférence 2018, le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique. ExxonMobil, numéro 1 du pétrole et du gaz privé, qui publie des rapports là-dessus. Engie, Total, Shell et j'en passe beaucoup. Donc, c'est très important. Quelle est la position du Canada? Le Canada estime-t-il que le gaz naturel est une énergie appropriée aujourd'hui? Il ne parle pas beaucoup, le gouvernement du Canada n'a pas beaucoup de discours là-dessus, mais les gestes sont très révélateurs. D'abord, il faut dire que la politique est en révision, la politique énergétique du Canada, mais que les nouvelles belles lois formidables, le nouveau cadre formidable qu'on nous annonce ne s'appliquent pas aux projets déjà en cours. Donc, c'est très important. Et aussi que le Canada est le 5e plus important producteur et le 4e plus important exportateur de gaz naturel liquéfié. Alors, ce n'est pas anodin à l'échelle canadienne. Les gestes que le gouvernement fédéral pose, c'est le maintien des subventions aux énergies fossiles. Ça s'applique autant au gaz qu'au pétrole. Et si vous regardez sur le site de Ressources naturelles Canada, vous allez voir que le Canada se targue d'avoir un environnement concurrentiel pour le gaz naturel liquéfié, des traitements préférentiels pour l'impôt et autres avantages. Et évidemment, vous savez tous que Justin Trudeau a approuvé l'énorme projet dans l'Ouest canadien qui aurait été un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre jamais vu au Canada. Il a été abandonné, mais ce n'est pas grâce à Justin Trudeau. Il y a une frénésie de demandes de licences d'exportation. Je vous les montre. Il y en a 20 en Colombie-Britannique, 21. Et il y en a 5 ou 6 dans l'Est du Canada. Ces projets-là ne verront pas tous le jour, mais c'est une poussée très importante de l'industrie. La position du gouvernement du Québec, c'est un soutien politique et financier proactif et assidu au gaz naturel. En mai-juin 2014, les premières annonces du gouvernement Couillard, ça a été le plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures qui ouvrait la porte à l'exploitation et le fonds Capital Mines Hydrocarbures, 1,25 milliard pour les ressources non renouvelables. C'est ce qu'ils ont fait un mois après l'arrivée au pouvoir. En décembre 2016, ça a été l'autre bout de cette comète-là, la loi sur les hydrocarbures, 53 000 km² de sous-permis au Québec. Pétrole et gaz, évidemment. Donc, il n'y a toujours pas de moratoire. On a une loi sur les hydrocarbures que vous connaissez sans doute. Vous en prendrez connaissance sinon. Des projets entrepris ou annoncés dans plusieurs régions et la fracturation hydraulique prévisible à tout coup pour l'ensemble de ces projets-là. Et on sait que la fracturation hydraulique est accompagnée d'une forte intensité d'émissions de GES.
vous regarderez ce que ça décrit. Ici, c'est des études gouvernementales qui démontrent très bien que ce qui est prévisible pour la plupart des projets, c'est la fracturation hydraulique avec des fortes émissions de GES. Et ce que vous avez ici, c'est le financement que le gouvernement met dans ces projets-là. Donc, c'est un réel appui. Politique énergétique 2030, les choses les plus concrètes qu'on trouve, il y a des belles ambitions, des beaux objectifs, mais quand on regarde les mesures concrètes, c'est presque toujours relatif au gaz naturel, c'est du soutien au gaz naturel. Prolongement du réseau de gaz métro, gaz naturel pour le camionnage, station-service, gaz naturel pour le transport maritime et l'exploitation toujours des hydrocarbures au Québec. Ici, je vous montre juste les diapos. Petit recensement de certaines subventions du Fonds vert au gaz naturel. J'en ai 3 ou 4 diapos comme ça. C'est tous des programmes qui favorisent le gaz naturel à l'intérieur du Fonds vert. Au Québec comme tel, en plus des projets que vous avez vus tout à l'heure de terminaux d'exportation, il y en a d'autres qui ne sont pas devant l'ONU, mais qui sont réels quand même, sauf un qui est annulé. Dans tous les cas, le gouvernement provincial a exprimé son appui à ces terminaux-là. Dans 2 cas, il y a des fonds publics qui sont associés déjà. Et dans le cas de GNL Québec, si jamais ça voyait le jour, Énergie Saguenay, je ne sais pas ce qu'elle sera l'issue, mais il y a 3 lobbyistes qui travaillent à Québec pour cette entreprise-là. Alors, et l'appui du premier ministre clairement exprimé à ce méga projet, dont la production de gaz naturel liquéfié équivaudrait à peu près 3 fois la consommation totale du Québec. On ne parle pas de petits projets. Et voilà, ça résume l'appui du gouvernement et de l'industrie à cette industrie-là. Et on parle maintenant de la science. Yann, est-ce que tu viens ici? Oui. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis là en fait pour essayer de remettre la question du gaz naturel dans le contexte scientifique du changement climatique. Donc, je vais commencer par quelque chose de très très simple. Je vais commencer par quelque chose de très simple, en fait, d'un résumé des points clés de ce qui s'est passé pendant l'année 2015. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Merci. Ce qui s'est passé pendant l'année 2015. Donc, ici, ce que j'ai représenté sur ce graphique, c'est l'évolution temporelle. C'est l'évolution temporelle de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est mesurée sur une centrale de mesure à Hawaï, en plein milieu de l'océan Pacifique, et on voit, et qui était aussi reconstruite, excusez-moi, par différents proxys de glace, de carottes de glace qu'on a extraites dans l'océan Arctique, et on voit une nette augmentation de la concentration de CO2 depuis le début de l'ère industrielle, et on a atteint le cap des 300 particules par million dans les années 1910, et en 2015, on vient de franchir la barre des 400 particules par million, et on voit que pendant cette période industrielle, la concentration a vraiment augmenté de manière drastique. Et deuxième chose clé qui s'est passée pendant l'année 2015, c'est que le réchauffement global par rapport aux références pré-industrielles, donc avant 1850, a dépassé les 1 degré à l'échelle globale. Et troisième événement qui s'est produit pendant l'année 2015, comme on l'a dit précédemment, c'était la COP 21 en décembre qui a eu lieu à Paris et qui a été conclue par un accord qu'on peut qualifier d'historique entre 195 pays présents, comparé à ce qui s'était passé après tous les échecs de la COP à Copenhague en 2009. C'était quand même un travail assez impressionnant. Et l'objectif principal de cet accord est en fait de se mettre d'accord sur un consensus pour limiter le réchauffement planétaire entre 1,5 et 2 degrés d'ici à la fin du XXIe siècle par rapport à la période pré-industrielle. Et pour respecter cet accord, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour respecter
ces engagements. Alors, ce que je vous ai représenté ici sur la figure de gauche, ce sont en fait les émissions de CO2 à l'échelle globale qui ont été émises par année en noir. Donc, le graphique commence dans les années 1980 pour continuer dans les années 2015 pour montrer que ces émissions de CO2 augmentent petit à petit. Et ici, on a la valeur de 2016 qui en est à environ 35 gigatonnes de CO2 par année. Et on voit des projections climatiques à l'horizon de la fin du siècle, jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et on a en rouge les émissions par année qu'on projetterait si on ne faisait rien pour lutter contre les changements climatiques et pour revoir notre politique énergétique. Et on voit qu'avec ce scénario-là, on atteindrait environ 100 gigatonnes d'émissions de CO2 par année pour un réchauffement global par rapport à la période pré-industrielle, compris entre 3 et 5 degrés Celsius. On a en noir en pointillé, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir pour une cible à 2030, les émissions qu'on s'est engagé à tenir avec l'accord de Paris en 2015, ce qu'on appelle ici des NDC, c'est-à-dire si on fait la somme de ce que chaque pays s'est engagé à respecter. Et en bleu, on voit un scénario qui serait cohérent avec une limitation du réchauffement à 2 degrés d'ici à la fin du siècle et qui descend pour avoir un réchauffement d'ici à la fin du siècle compris entre 1 et 2 degrés. Et on voit que cette différence entre la projection faite par ce qui était engagé par tous les pays en 2015 à l'horizon 2030 et le scénario qui limiterait à 2 degrés est encore grand, ce qui explique bien en fait un point important de l'accord de Paris, c'est que les pays se sont engagés sur quelque chose à l'horizon 2030 et se sont aussi engagés à réitérer leurs engagements pour qu'ils deviennent de plus en plus importants pour pouvoir petit à petit limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Et si on parle de ce scénario bleu, on voit que les émissions par année commencent à décroître rapidement à partir des années 2020-2025 pour atteindre 0 à l'horizon 2070. Qu'est-ce que ça veut dire que les émissions nettes de CO2 par année deviennent nulles? Ça veut soit dire qu'on n'émet plus du tout de CO2, soit qu'on émet, toujours avec notre consommation certes réduite, mais quand même notre consommation, et en contractant, j'ai le mot en anglais, mais en compensant ça, en stockant le CO2 par diverses manières que je ne vais pas détailler là. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que si on décide de ne pas stocker, pas implémenter ces mesures de stockage de CO2, on voit, selon d'autres études, qu'on devrait stopper toute émission avant 2026 si on considère un scénario sans capture de CO2. Donc là maintenant je vais introduire le concept de zéro émission, donc ce zéro émission qui serait atteignable au cours du XXIe siècle, et ce concept-là figure également dans l'accord de Paris qui dit que pour limiter le réchauffement de 1,5 à 2 degrés et pour arriver à une balance entre les émissions et ce concept de zéro émission consiste à réussir à avoir une balance entre ce qu'on émet et ce qu'on arrive à réimplanter dans le système hors de l'atmosphère par des puits de carbone d'ici la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc nos émissions devraient être compensées, et donc des nouvelles technologies assez demandeuses
devrait être mise au point pour consommer ou capturer le CO2. Ce qu'il faut aussi dire ici, maintenant je vais vous introduire un autre concept qui est le concept de budget carbone et qui correspond en fait à la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui serait admissible pour atteindre une certaine cible de réchauffement avant de mettre en place complètement le concept de zéro émission. Et pour respecter la limitation de réchauffement à 2 degrés, on doit limiter notre consommation, nos émissions totales de CO2 depuis le début de l'ère industrielle à 3 000 milliards de tonnes de CO2, ce qui paraît énorme, mais avant 2014, on a déjà émis environ 2100 milliards de tonnes de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Et on voit que ces émissions de CO2 par année étaient d'abord très très faibles à la fin du 19e siècle, qui étaient principalement dues au changement de l'utilisation des sols et au charbon. Et on voit qu'au fil du XXe siècle, déjà ces émissions-là ont augmenté et d'autres sources d'émissions sont aussi apparues, comme le pétrole, le gaz et les autres que je ne vais pas détailler ici. Donc, ce qui veut dire que, comme on a déjà émis 2100 milliards de tonnes de CO2 avant 2014, pour respecter la limite des 2 degrés, il faudrait, en fait, on n'a plus que 900 milliards de tonnes admissibles qu'on pourrait émettre. Et ce qui se passe, c'est qu'avec tous les investissements dans les énergies fossiles, que les gouvernements ont déjà mis en place, qui ont déjà été signés, les gouvernements ont déjà décidé d'émettre 7 000 milliards de tonnes supplémentaires de CO2. Pardon, j'ai dit quoi 700, excusez-moi, 700 milliards. Pardon. Et la part du Canada, dans ces 700 milliards de tonnes, correspond à environ 1% de ce budget-là, qui correspond à 9 milliards de tonnes. Et ce que je disais donc, c'était que la cause principale de ces engagements-là, de ces émissions engagées, correspondent à des investissements dans les énergies fossiles. Ce qui veut aussi dire qu'il reste très peu d'émissions encore possibles, ou très peu d'émissions dont on peut encore s'engager si on veut respecter la cible des 2 degrés de réchauffement. Donc, en fonction de certains scénarios et en fonction de notre cible, il y a différents délais qu'on devrait respecter pour atteindre le zéro émission. Donc, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, d'un point de vue strictement climatique, sans prendre en compte tous les facteurs économiques qu'il pourrait y avoir derrière, on devrait atteindre ce concept de zéro émission au maximum à l'horizon 2070. Et si on veut respecter la cible de 1,5 degrés, on devrait atteindre cette cible avant 2050. Et donc, ce que je viens de dire, c'est que ça dépend évidemment strictement que d'enjeux climatiques, physiques et scientifiques, et non pas de facteurs économiques. Parce que, par exemple, ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est que de mettre au point des technologies pour capturer le CO2 est un enjeu économique très important. C'est des investissements énormes, c'est des technologies coûteuses. Donc, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est de réavancer cette date limite-là beaucoup plus tôt pour justement que tous les facteurs économiques liés à ces problèmes-là soient gérés de manière plus apaisée, on va dire. Donc, en tant que pays développé, le Canada devrait viser le zéro émission le plus rapidement possible.
Et donc, dans ce budget carbone, si on se concentre un peu sur le Canada, si on veut qu'on atteigne ce zéro émission à l'horizon 2050, on devrait suivre la courbe qui part ici de 600 gigatonnes de CO2 en 2015 à 0 en 2050. Et les petites étoiles que je vous ai mis sur les graphes, sur ce graphe-là, c'est les engagements que le Canada a pris actuellement. On voit bien que ces petites étoiles sont un petit peu plus hautes que ce qu'on devrait suivre. Donc, encore une fois, les cibles canadiennes et québécoises, parce que finalement, les cibles québécoises font aussi partie des cibles canadiennes, elles devraient être encore plus ambitieuses si on veut respecter ces cibles de réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés. Et toute cette base un peu scientifique, avec ces cibles à atteindre, ces investissements à prendre, est-ce que tout ça c'est cohérent avec les investissements qui ont été faits sur le gaz naturel? Donc, sur la figure de gauche, on voit bien toujours donc l'évolution des émissions qui ont été causées par différentes sources d'énergie. Et en bleu, on voit le gaz naturel qui continue, sa part continue à croître encore actuellement. Par exemple, sur le graphique de droite, on voit la différence des émissions de CO2 en 2014 dans la colonne en gris de gauche, et la colonne en gris de droite correspond au total émis en 2015. Et on voit qu'en fait, si on décortique les sources d'émissions, on voit que les émissions de charbon ont chuté, que les émissions de pétrole ont augmenté, ainsi que les émissions de gaz naturel. Et ici, on a montré que le ciment aussi contribuait à une légère baisse entre 2014 et 2015. Donc ça, c'est juste un exemple entre 2014 et 2015, mais on aurait à peu près le même cas de figure pour n'importe quelle transition, par exemple entre 2013, 2014, 2012, 2013, etc., etc. Donc, jusqu'à maintenant, les émissions de CO2 dues au gaz naturel augmentent continuellement. Et qu'est-ce que c'est le gaz naturel, en fait, en précision? En fait, ça consiste en un mélange gazeux d'hydrocarbures qui est présent dans les roches poreuses, donc dans les zones souterraines. Et ce gaz naturel, il est composé principalement de méthane, CH4, et c'est un combustible fossile, donc tout comme le pétrole ou le charbon. Et donc, il contribue, comme on l'a dit avant, à la modification de l'effet de serre. À l'échelle mondiale, il correspond à la troisième source d'énergie que l'on utilise, et il est responsable à environ 20% des émissions totales en CO2. Et on peut le nommer avec des différents noms en fonction de son origine. On peut aussi l'appeler gaz de schiste ou biogaz, ou etc., etc. Donc, comment ça se passe quand le gaz naturel est consommé par nos propres technologies? En fait, tous ces gaz est brûlé, et donc, par combustion, on émet du CO2. Ce qui est aussi important de prendre en compte, c'est que le rendement de cette technologie n'est pas parfait, donc le rendement ne vaut pas 100%, donc il y a des pertes, il y a des fuites, ou il peut y avoir des combustions incomplètes, donc ce gaz non consommé peut être aussi émis, et donc on émet également du méthane CH4. Pour différencier un peu le CO2 et le CH4, le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Il a une très longue durée de vie dans l'atmosphère, donc il reste longtemps dans l'atmosphère sans se décomposer, et donc son effet sur le climat dure pendant plusieurs siècles. Quand vous allez faire un trajet en voiture pour rentrer chez vous, le CO2 que vous avez émis aura des conséquences sur des dizaines et des dizaines d'années encore. Le CH4, c'est un petit peu différent, le méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que
le CO2, mais il a une courte durée de vie. Donc son effet est grand, mais dure seulement, entre guillemets, pendant quelques décennies. Ce que je veux aussi introduire ici, c'est le concept de lock-in, donc d'inertie climatique. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que tout ce qu'on émet maintenant, eh bien, finalement, aura une conséquence pour très longtemps. Et donc, il faut réfléchir tout de suite à notre propre consommation maintenant pour évaluer les conséquences que l'on aura beaucoup plus tard. Et on parle ici d'inertie climatique. Je vais introduire encore une autre notion ici, qui est la notion d'équivalence CO2. Donc, en fait, pour mener à bien des politiques d'atténuation des changements climatiques et d'émissions de gaz à effet de serre, on a mis au point cette notion qui correspond en fait à dire que le potentiel de réchauffement planétaire d'un gaz à effet de serre par rapport au CO2 dépend de son pouvoir contribuant à l'effet de serre et de sa durée de vie. Et donc, du coup, ce qui est très compliqué à faire, par exemple, pour le méthane, c'est qu'il n'a pas forcément la même influence en fonction de l'échelle de temps à laquelle on se place. Par exemple, sur 20 ans, le méthane a un pouvoir de réchauffement global 86 fois plus grand que le CO2, mais sur 100 ans, il n'a que, toujours entre guillemets, un pouvoir 34 fois plus grand que le CO2. Et donc, souvent, ce qu'on fait pour mettre en place des politiques d'atténuation, c'est qu'on se place toujours à l'horizon 2100. Donc, d'une période d'à peu près 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? C'est que, finalement, on sous-estime l'effet de tous les autres gaz à effet de serre à part le CO2, qui a un pouvoir de réchauffement plus grand que le CO2. Donc, ce qui est totalement fait avec le méthane maintenant. Donc, on n'a pas du tout conscience, en mettant au point des politiques sur tout le XXIe siècle, du pouvoir à court terme des émissions de méthane. Et donc, dans le budget carbone que je vous ai expliqué avant, qui était de 3 000 milliards de tonnes de CO2, on peut le traduire en budget carbone équivalent, en incluant tous les autres gaz à effet de serre. Donc, en termes de tous les autres gaz à effet de serre, on passe de 3 000 à 3 500 milliards de tonnes de CO2 équivalent, parce que certains gaz à effet de serre ont justement un pouvoir de réchauffement beaucoup plus grand. Je vais aussi un peu parler du biogaz, qui est une forme de gaz naturel, et ce biogaz est non pas une source d'énergie fossile, mais une source d'énergie renouvelable qui est issue de la fermentation, c'est-à-dire de la méthanisation naturelle des déchets, qui aurait de toute façon lieu qu'on utilise cette combustion ou pas. Et donc on récupère cette énergie de processus qui ont déjà lieu. Donc c'est une source en énergie qui est carboneutre, donc qui n'injecte pas de gaz à effet de serre supplémentaires dans le système climatique. C'est une énergie renouvelable. Et il faut bien faire attention à faire la distinction entre le biogaz et le gaz émis par des matières non résiduelles. Donc, pour finir, ce qu'on défend dans les gouvernements pour mettre au point des investissements pour le gaz naturel, c'est que effectivement, c'est bien, c'est un émetteur de CO2 qui est moins fort que le charbon et le pétrole, mais toutes les pertes et le manque de rendement de cette technologie émet beaucoup de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, et ça reste toujours une énergie non renouvelable. Et je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à Pierre pour la suite de la partie scientifique. OK. D'entrée de jeu, je dois vous dire que dans ma présentation, je parle de voitures électriques, de camions électriques, mais c'est sûr que la première chose à faire, c'est d'augmenter le transport collectif. On s'entend là-dessus. Mais là, puisqu'on voulait, si on veut, déboulonner
l'idée du gaz naturel dans les transports, entre autres au niveau des camions. C'est pour ça que j'en parle principalement, puis je n'avais pas 1h30 pour en parler. Donc, mes diapos sur le transport collectif n'y sont pas, vous m'en excuserez, mais je viens de vous expliquer pourquoi. Alors, sans plus tarder, ça, c'est des beaux camions avec des belles feuilles vertes dessus. C'est marqué quoi? C'est marqué « Réduisons nos émissions ». Réduisons nos émissions. C'est sûr qu'on réduit de 25 % dans la combustion du moteur, c'est-à-dire par rapport au diesel, un camion diesel, un camion au gaz naturel. Le camion au gaz naturel va émettre 25 % moins de CO2 qu'un camion diesel dû à la combustion dans le moteur, et ça, c'est très important. Mais il n'y a pas seulement que la combustion dans le moteur dans cette histoire-là, il y a tout le cycle de vie du gaz naturel qui commence très loin, qui commence en fait au puits. Et je vais passer rapidement parce que justement, Yann en a parlé, simplement pour vous rappeler que le méthane, qui est le principal composant du gaz naturel, est beaucoup plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2. Et sur les différents nombres d'années, j'ai ajouté 50 ans, qui me semble raisonnable, parce que dans 50 ans, si on n'a pas réglé le problème, on a des gros problèmes, là. Alors, la question qu'on peut se poser, puisque c'est beaucoup plus puissant, les fuites de méthane, que le CO2, ça prend quel pourcentage de fuite dans toute la chaîne, là? Parce que la chaîne, c'est le puits, le gazoduc qui transporte. Ensuite de ça, on a la distribution dans les villes. Et on a aussi les puits fermés qui vont émettre du méthane pendant 100 ans. Donc ça fait partie de toutes les fuites. Et donc, dans toutes ces sources de fuite-là, quelle fuite ça prend pour annuler le gain de 25 % dans le moteur? Et je retiens 1,3 parce que sur 50 ans. Donc, si on a 1,3 % de fuite, on est aussi pire que le diesel, puis si c'est plus, ben c'est pire que le diesel. Au niveau des gaz à effet de serre. Alors, selon l'EPA, l'Environmental Protection Agency, excusez-moi, les fuites de méthane, c'est 1,5 %. Bon, 1,5 %, c'est pas gros et c'est très contesté et c'est de loin en dessous de la réalité. Alors, la preuve, c'est qu'il y a des chercheurs du NOAA, le National Oceanographic and Atmospheric Administration, l'équivalent de la NASA, et l'Université du Colorado, ils ont détecté 4 à 9 % de fuite juste dans les puits. Je viens de vous dire qu'à 1,3, puis on est pire que le diesel. Alors, juste dans le puits, on a des fuites là. Et il y a des chercheurs de l'Université Harvard, Boston et Stanford, ils ont analysé les fuites dans la ville de Boston du réseau de distribution et ils ont trouvé 2,7 % de fuites là. Et là, je ne parle pas des fuites après vie puis des fuites dans le transport. Fait que ça fait beaucoup de fuites, ça. Hein? Donc, vous en concluez que le gaz, à cause des fuites de méthane, c'est bien pire le gaz naturel que le diesel. Pourtant, on avait des belles feuilles vertes pour nous dire qu'on réduisait nos émissions. Alors, moi, je trouve que c'est de la désinformation. Il faut appeler un chat un chat. Et en plus, on va puiser dans le fond vert pour faire ça. Fait que ça n'a pas de sens. Alors, un article du Dr. Howard de l'Université de Cornell dans lequel il décrit les différentes, à gauche, en bas, vous avez des barres horizontales qui vont jusqu'à 8 % de fuite de méthane. En fait, il décrit les différentes équipes de recherche qui ont évalué, mesuré les fuites de méthane à différents endroits. En rouge, c'est dans les puits. En jaune, c'est dans la distribution gazoduc. Donc, on est au 4, 5, 6, 7, 8, 9 % là. Et à droite, c'est les évaluations du Dr. Howard lui-même au niveau des gaz à effet de serre. Regardez celui d'en haut à droite. Sur 20 ans, donc 86 fois pire. Sur 20 ans, le méthane. Vous voyez qu'en bleu, ça, c'est le CO2 qui est émis lors de la combustion. Effectivement, vous voyez qu'à droite complètement, c'est le diesel. À gauche complètement, c'est le gaz de schiste. Juste après, c'est le gaz conventionnel, le gaz naturel conventionnel.
Mais regardons le gaz de schiste, qui est proche que près de la moitié du gaz naturel en Amérique du Nord. Vous voyez que en bleu, c'est donc la combustion dans le moteur, c'est à peu près 25% moins que le dernier à droite, là, le diesel. Mais en magenta, c'est les gaz à effet de serre dus aux fuites de méthane. Et là, si vous constatez, c'est pas mal pire que le diesel. Donc, tirez-en vos conclusions. Et même sur 100 ans, c'est pire que le diesel, ou à peu près l'équivalent. Mais 100 ans, ça n'a pas de sens de considérer le méthane sur 100 ans, parce que c'est dans les 30 prochaines années que tout va se passer, puis que le méthane va réchauffer violemment la planète, là, parce que c'est une source de réchauffement très importante. Autre étude au Canada, cette fois-là, par la Fondation David Suzuki et l'Université Saint-Francis-Xavier en Nouvelle-Écosse. Ils ont fait 8000 km avec un véhicule spécialisé, là, équipé de spectromètres, puis de tout ce qu'il faut, anémomètre pour mesurer la vitesse des vents, etc. Et ils se sont promenés dans les régions de la Colombie-Britannique pour évaluer les émissions de gaz, les fuites de méthane. Et ils ont trouvé que les fuites de méthane étaient 2 fois et demi plus élevées que les chiffres du gouvernement. Et en plus, pour vous donner une idée à quoi ça correspond, c'est l'équivalent de mettre sur la route 2 millions de voitures. Ça, c'est juste une partie de la Colombie-Britannique. Et c'est 50% de la production de la Colombie-Britannique. Donc, toute la Colombie-Britannique, on pourrait avoir l'équivalent de mettre, les fuites de méthane, c'est l'équivalent de mettre 4 millions de voitures sur les routes. Il y en a 20 millions au Canada. Hein? Et là, on n'a pas parlé de l'Alberta, de la Manitoba, etc. Donc, c'est très important, toujours beaucoup plus important de ce qu'on nous déclare. Effectivement, le biométhane, donc, c'est fait par des résidus, la fermentation de résidus, et ça, c'est correct. On en émet 90% moins de GES que le diesel cette fois-là, parce que si on l'enterrait, les résidus organiques, les plures de banane, etc., ça se décomposerait, puis ça ferait du méthane, puis ça s'en irait dans l'atmosphère. Fait que là, au lieu de faire ça, on le récupère, puis le méthane, on l'utilise. Donc, et on peut le récupérer tout le temps parce que les bananes vont repousser ou le reste va repousser, les résidus vont pousser. Donc, c'est carboneutre qu'on appelle. C'est bien, mais avec ça, on peut alimenter seulement 270 camions diesel, l'équivalent de 270 camions lourds 18 roues, là. En comptant 150 000 km par année, parce que les long haul, ou les camionnages à longue distance, font beaucoup de kilométrage. Et tout ça pour vous dire qu'il y a présentement la route bleue sur laquelle on met des camions entre Québec et Toronto. Sur cette filière-là, il y en a même une station à Rivière-du-Loup. Et c'est pour alimenter les camions au méthane, en fait, au gaz naturel. Il y a 45 200 camions de 18 roues au Québec. Alors, 300 camions là, avec du biométhane, même si on multipliait par 10, ça ferait à peine 3000. C'est des peanuts. Donc, on ne peut pas aller loin avec ça. C'est une ressource rare, même si elle est correcte au niveau des gaz à effet de serre, le biométhane. Là. On ne peut pas aller loin, c'est trop rare. Alors, quand on a une ressource rare, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le développement durable, ce n'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, là. C'est aussi et beaucoup l'efficacité énergétique. Donc, si on regarde les efficacités, le chauffage, si tu prends du biométhane, 95% de l'énergie du biométhane va se retrouver en chaleur. C'est parfait. Très efficace. Le moteur à combustion interne, seulement que 30%. Alors, ce n'est pas efficace pour une ressource qui est rare. Ce serait mieux de faire des serres avec des tomates biologiques ou whatever avec la chaleur. Je vous ai parlé, donc, et je vous ai montré que le gaz naturel, sur le cycle de vie, est pire que le diesel, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Maintenant, je vais vous parler d'une alternative, les voitures électriques versus les voitures à essence. Alors, à gauche, les deux de gauche, c'est des voitures à essence. Ça, c'est les émissions de gaz naturel en tonnes de CO2 équivalent. On voit qu'une Ford Focus a près de 50 tonnes sur son cycle de vie, incluant les gaz à effet de serre émis lors de sa fabrication
de la voiture. Et en bleu pâle, c'est la fabrication de la batterie. En vert, ça, tout ce qui est en vert à droite, c'est les voitures électriques. En vert, c'est les gaz à effet de serre émis par les centrales électriques qui rechargent les voitures. Et ça dépend évidemment où on est. À droite complètement, c'est le Québec. Regardez que la ligne verte là, est 50 fois moins pire que les voitures à essence. Là. Si on ne tient pas compte de la fabrication du véhicule, seulement que la partie verte, là, ou la partie noire et grise, parce que le gris à l'autre bout, c'est ce que ça prend pour extraire et raffiner le pétrole. Donc, les gaz à effet de serre qui sont émis dans cette étape-là. Donc, au Québec, c'est 50 fois moins que les voitures à essence, là, avec les voitures électriques. Mais aux États-Unis, dans différents États, en Nouvelle-Angleterre, on le voit, le premier vert à gauche, là, c'est mieux qu'une Prius quand même. En Floride, c'est l'équivalent d'une Prius à cause des centrales électriques. Et ça représente la moyenne aux États-Unis. Au Kansas, il y a énormément de centrales au charbon. C'est pire que la Prius. Mais en Californie, déjà là, on voit que c'est pas mal mieux. Et en Ontario puis au Québec, c'est génial. Donc, pas mal mieux au niveau d'alternative que le gaz naturel. Les options. Regardons au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire avec le gaz naturel pour produire de l'énergie, par exemple. C'est quoi l'avenir du gaz naturel pour produire de l'énergie, d'un central électrique au gaz naturel? Un graphique très intéressant qui est sorti il y a 2 semaines, OK? Du département de l'énergie aux États-Unis. 1950 à gauche jusqu'à 2015. Ça, c'est en haut du zéro, là, c'est les mégawatts de centrales électriques qu'on a ajoutées. Puis les différentes couleurs, c'est les différents types de centrales. Et en bas du zéro, c'est celles qu'on a enlevées, parce que leur durée de vie était finie. Donc, vous voyez que dans les années 60-70, il y a beaucoup de charbon, du nucléaire, du gaz naturel, du pétrole, c'était tout là. Mais au début des années 2000, en bleu pâle, on voit que c'est le gaz naturel. Il y a eu un gros boom de centrales au gaz naturel pour remplacer le charbon. Et le charbon et le pétrole sont partis. On voit du rouge, ça c'est le pétrole. Et le charbon a été aussi, ces centrales-là ont été fermées de plus en plus. Mais la surprise, c'est que regardez depuis 5 ans en orange et jaune. Ça, c'est les éoliennes et l'énergie solaire. Donc, à peu près toutes les nouvelles sources d'énergie qu'on met en fonction, en opération, c'est de l'éolien et du solaire. On peut se demander, mais est-ce que c'est un hasard ou si ça va continuer comme ça? Voyons ce qu'il y en est. Ça, c'est le prix de l'énergie des fermes solaires, donc pas des panneaux solaires sur votre toit, là, mais des fermes, réellement des centrales électriques sur des grandes étendues avec des panneaux solaires. Donc, le prix du kilowattheure en fonction du temps. Vous voyez que depuis 2007, en 2007, on était autour de 20 cents le kilowattheure et on est rendu en 2016 à 4 cents le kilowattheure. Évidemment, au sud des États-Unis, ça va de soi. Donc, 4 cents le kilowattheure, c'est très intéressant et ça continue, c'est pas fini. Parce que vous avez en Arabie Saoudite cette année, ils ont signé, ils ont pour une centrale photovoltaïque, le solaire, à 3 cents le kilowattheure. Et au Chili, 2,6 cents le kilowattheure. Et c'est pas fini, ça fait juste commencer. Donc, on va se ramasser avec l'énergie solaire à 2 cents et demi le kilowattheure dans pas grand temps, un peu partout où il fait soleil. Et pour vous montrer à quel point l'Agence internationale de l'énergie est d'un patate avec les nouvelles énergies renouvelables, parce qu'évidemment, l'Agence internationale de l'énergie sont très près des pétrolières et des gazières, ce qui prédisait pour l'énergie solaire en gigawatts ajoutés au niveau de la planète. Vous voyez que WEO à droite, là, ça c'est le World Energy Outlook, c'est un document qui est sorti à chaque année par l'Agence internationale de l'énergie, qui fait des prédictions sur ce qui s'en vient. Bien, à chaque 2 ans, ils ont remonté la courbe, puis même la dernière fois qu'ils l'ont remontée en 2014, elle n'arrive pas encore à la réalité, qui est la courbe bleue. C'est une explosion exponentielle. Et voici les prix. Les prix, et ça date de 2016. C'est les prix de l'année passée. Parce qu'il y a plusieurs graphiques qui remontent à 2015. C'est déjà plus élevé pour les énergies renouvelables. Ça descend chaque année. En 2016, l'énergie nucléaire à droite complètement. On est à 12 cents le kilowattheure à peu près.
L'énergie des centrales au charbon, entre 6 cents et 14 cents, dépendant de toutes sortes de facteurs, là, donc l'approvisionnement en charbon, etc. Et le gaz naturel à cycle combiné, en bleu, c'est les centrales au gaz naturel les moins chères. Parce qu'il y en a d'autres types, ils sont plus chers. J'ai mis la moins chère. Les fermes solaires, en magenta, vous voyez qu'on est dans le bas de ce que ça coûte pour une centrale au gaz naturel. Et l'éolien en vert, on est encore plus bas. Et le gagnant, c'est évidemment l'efficacité énergétique. Ne pas consommer de l'énergie, ne pas la gaspiller, mieux isoler les maisons, meilleur éclairage, meilleur moteur, etc., etc. L'efficacité énergétique, c'est évidemment ce qui coûte moins cher. Donc, il y a beaucoup d'alternatives au gaz naturel, là, et il n'y a pas beaucoup d'avenir dans le gaz naturel pour faire des centrales électriques. Si on regarde... parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais là, il faut la nuit, le soleil, il n'y en a pas, donc ça prend des centrales au gaz naturel pour être capable de prendre la relève. Mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le prix des batteries, on va le voir tantôt, a diminué d'un facteur 5 en 5 ans. Et il va diminuer encore pas mal dans les 3-4 prochaines années. Tellement que en Hawaï, on a mis à Hawaï une ville qui s'appelle Kauai. Kauai, oui, c'est ça. L'année passée, il y avait une centrale de panneaux solaires avec des batteries pour stocker l'énergie pour la nuit. Et c'était 14 cents le kilowattheure. Et cette année, après ça, il y a eu un autre à 11 cents. Puis là, Tucson Electric vient de faire ça pour 9 cents le kilowattheure avec stockage dans des batteries. Et les batteries, ils n'ont pas fini de diminuer le coût. Et justement, on va le voir aussi un petit peu plus loin, on vient de doubler la vie des batteries. C'est des chercheurs canadiens qui ont fait ça, les batteries de Tesla. Doubler la vie, donc diminuer le coût des batteries pour le stockage d'énergie de moitié. Donc, dans 3, 4, 5, 6 ans peut-être, l'énergie solaire stockée pour la nuit dans des batteries va coûter la même chose que le gaz naturel, peut-être moins cher. Le transport, c'est sûr qu'il y a pas mal mieux que des transports, des moteurs au gaz naturel pour faire ça. Les voitures électriques, on en est rendu à la 2e génération. À l'heure où je vous parle, présentement, à la minute près, on est en train de dévoiler une 3e voiture qui a 350 km et plus d'autonomie sur une recharge. C'est la nouvelle Nissan Leaf, elle est dévoilée présentement. Dans 27 minutes. Ah, j'aime ça de même. Alors, bon, donc, vous avez ces voitures-là à 35 000 US, là, OK? Et avant, une Tesla, ça coûtait 80 000, 100 000. Là. On est rendu ici peut-être à 40 000, mais vous allez économiser 15 à 20 000 d'essence et d'entretien sur ces voitures-là, sur la vie de la voiture. Alors, ça, c'est la courbe de Bloomberg qui démontre que le coût des batteries a diminué très rapidement. Voyez-vous, en 2010, le prix des batteries pour les véhicules électriques, c'était 1 000 le kilowattheure. Et on était rendu il y a un an à 200 $. Et Elon Musk, le propriétaire de Tesla, s'est dit qu'il serait très déçu s'il n'atteignait pas 100 $ d'ici 2020. Et normalement, il ne se trompe pas beaucoup. Alors ça, c'est l'équipe du professeur Dawn que je vous parlais, qui a doublé, qui travaille, qui est financé par Tesla aussi, là, pas juste par Tesla, mais qui a doublé la vie des batteries. Il y avait 5 ans pour faire ça dans sa subvention. Il l'a fait en 1 an. Alors, c'est assez spécial, mais je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus. Et ça, c'est le professeur Goudunov, qui est l'inventeur de la batterie lithium-ion moderne. Avec son équipe à l'Université du Texas, il vient d'annoncer ce printemps qu'ils ont réussi à mettre 3 fois plus d'électricité stockée pour un même poids de batterie. Et ça se recharge très rapidement, c'est très sécuritaire. On peut même utiliser du sodium, parce qu'il y avait un problème avec le sodium, je n'ai pas le temps d'élaborer non plus, mais avec ce qu'il a découvert, on peut utiliser le sodium, puis le sodium, c'est dans le sel. NaCl, le sel de mer, on n'en manquera jamais. Fait que ceux qui disent que le lithium, c'est peut-être que les réserves sont pas assez grandes. Puis c'est recyclable aussi. Hein? Pas oublier ça, c'est pas comme le gaz naturel. Ça ne se recycle pas une fois que c'est consommé. Donc, il y a un bel avenir au niveau technologique. Et tout ça pour dire que, toujours Bloomberg, là, qui regarde, regardons l'évolution du prix des voitures sans subvention. Voiture électrique en bleu, voiture essence en rouge de même catégorie.
Eux autres, ils se disent, ben, en 2024, 2025, ça va être le même prix. Fait que vous allez arriver chez un concessionnaire, 2 voitures, même prix. Il y en a une qui fait 400 km à l'électricité, avec des réseaux de recharge, parce qu'en 2025, les réseaux de recharge électrique vont être pas mal plus élaborés qu'ils sont présentement. Et on peut recharger rapidement, comme vous allez voir aussi tout à l'heure, là. Et bien, sauf que la différence, c'est le même prix à l'achat, mais avec la voiture électrique, vous allez sauver 15 à 20 000 de carburant et d'entretien, parce qu'il n'y a rien à entretenir. Les batteries vont durer 800 000 km avec la même batterie. Les moteurs électriques, pas de problème, faire 1 million de kilomètres avec ça. Il y a juste une partie mobile. On change les paliers à tous les 300 ou 400 km. Donc, c'est ça qui s'en vient. C'est ce qu'on appelle une technologie de rupture. Ça va complètement changer la donne. Pour la recharge, comme je vous parlais tantôt, ce qu'on appelle une recharge rapide présentement, en haut, première ligne, 50 kW de puissance. On peut mettre 100 à 125 km en 30 minutes dans une voiture. Mais seulement qu'en 2022-2023, à 350 kW, il y a des prototypes déjà, on va pouvoir mettre 300 km en 20 minutes. Fait que donc, tu sais, qu'au bout de 300 km, c'est normal d'arrêter un peu de dégourdir les jambes, prendre un café, aller aux toilettes, là. Alors, c'est pas la fin du monde. Alors, je vous ai parlé des voitures au début pour vous montrer pourquoi l'amélioration des performances et la diminution de coûts nous amènent à rendre des camions électriques maintenant faisables. Et ça, c'est 2 nouvelles compagnies, une québécoise à droite, et une qui est moitié américaine et chinoise. Ils mettent toutes les 2 des camions électriques sur la route cet automne. Et ici, Nordresa, qui est une compagnie québécoise, ils veulent en fabriquer 800 l'année prochaine. Et on vient d'apprendre, il y a à peine une semaine, que Cummins, qui est le plus grand fournisseur de groupes de propulsion pour les gros camions et les autobus, mettre sur le marché un groupe de traction électrique qui va permettre de faire 160 km. Ça, c'est pour, évidemment, le local. Et c'est TM4, une compagnie québécoise qui est issue des travaux sur le moteur roue, qui va fournir les moteurs. Alors, Tesla, d'ici une semaine ou 2, vont nous présenter un camion lourd, classe 8, électrique entièrement. Et probablement, ce qu'ils vont faire, c'est comme ils ont fait avec les voitures électriques. Ils ont mis un réseau de superchargeurs qui peuvent remettre 250 km en 30 minutes. Eux autres sont déjà plus avancés que les autres, là. Alors, ils vont faire ça pour les camions, probablement échanger la batterie. Simplement, en 5 minutes, on peut faire ça. Au lieu de la recharger, on l'échange. Et ça va permettre à des camions ils vont avoir 400 km à peu près d'autonomie au début. Et puis, ben, on a vu qu'on va pouvoir tripler la quantité d'énergie dedans, fait qu'éventuellement, ça va être plus que ça. Mais donc, ça s'en vient aussi dans les camions lourds et dans les traversiers, ça existe déjà. Traversier électrique en Norvège, il se recharge en 10 minutes au quai, et puis il peut transporter 120 autos et 360 passagers. Même qu'en 2018, en bas, c'est un bateau électrique pour le cabotage sur 20 km entre 2 usines d'une grosse compagnie, qui va éliminer 40 000 voyages de camions. Donc l'électrification, ce n'est pas seulement les gros camions, c'est aussi les bateaux. Ça commence là aussi. Alors, ben, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Christian. Donc, si on revient à ce qu'il fallait démontrer, en fait, c'est que le gaz naturel est une impasse qui nous éloigne de la transition. Il y a eu le gaz naturel a bénéficié de passer un peu sous le radar, selon l'expression qu'on disait de équivalent CO2. Et comme il est calculé sur 100 ans, alors que son degré nocif, et là où il faut vraiment agir les 20 prochaines années, c'est 86 fois, bien, on arrive à des aberrations, où on arrive à des faux calculs qui semblent avantager le gaz naturel par rapport au diesel. Mais quand on le voit, on l'a vu, c'est nettement plus important et ce n'est absolument pas une énergie de transition. Donc, la réduction de CO2 à la combustion est de toute façon minime par rapport aux cibles à atteindre. Si on regardait seulement la combustion, mais on ne peut pas regarder que la combustion, et c'est plus qu'annulé par les émissions de méthane aux autres étapes du cycle de vie, et lorsqu'on ramène le côté néfaste du méthane sur 20 ou 50 ans.
Le développement de la filière gazière compromet les chances du Québec et du Canada d'atteindre leur cible de réduction de GES. Il y a un coût d'opportunité. Il est clair que quand on utilise les ressources du Fonds vert ou les ressources d'Investissement Québec ou de ressources hydrocarbures, qui est un autre fonds, bien, quand on prend des ressources publiques pour pousser le gaz naturel en prétendant erronément, là, puis à la limite effrontément, que ça va réduire les GES, bien, il y a un coût d'opportunité parce que cet argent-là qu'on met sur des infrastructures qui ont une durée de vie souvent de 50 ans, là, on parle de pipeline, de réseau de distribution, 50 ans, eh bien, quand on fait ça, on verrouille, c'est un autre genre de verrouillage, on verrouille les solutions. Et donc, on voit qu'un coût d'opportunité, les fonds publics investis dans la filière gazière ne sont pas disponibles pour la vraie transition énergétique. Les moyens affectés à l'acquisition de compétences dans la filière gazière ne sont pas disponibles pour le savoir-faire en économie d'énergie, en aménagement du territoire, en travail sur la diminution de la consommation, donc, et sur les énergies renouvelables, véritablement renouvelables. Les ressources consacrées à une filière du 20e siècle ne sont pas disponibles pour que le Québec innove et se hisse dans l'économie des 21e siècle. C'est le problème, j'allais dire, le drame. Il y a Normand Mousseau qui a déjà, parlé là, de la catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe des milieux des ressources naturelles, là, ou le drame des ressources naturelles. On peut dire ici que c'est le drame du gaz naturel. De faire ça, c'est-à-dire quand on choisit le mauvais cheval. Là-dessus, c'est suite aussi à une opération de relations publiques de la vie en bleu, où on nous présente le gaz naturel au même titre que l'éolien, le même titre que le biogaz dans des annonces où on danse avec la petite flamme bleue, où on a mis des graphismes incroyables, où on a vu de jeunes dans les écoles dire « c'est donc plaisant penser pour l'avenir ». Mais tout ça influence aussi les gouvernements, influence les politiques publiques, et c'est sur la base quand même d'un mensonge sur une base scientifique qui est quand même totalement à dénoncer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. La filière à privilégier, c'est l'économie d'énergie. Et l'économie d'énergie, ça se décline pas uniquement dans les voitures électriques, Pierre le dit, c'est beaucoup dans le transport collectif, mais dans l'aménagement du territoire, dans notre façon de consommer. Il faut voir que l'industrie d'énergie elle-même, pour produire de l'énergie, prend 1/3 de l'ensemble de l'énergie disponible. Ça devient à un moment donné assez aberrant. Tandis que pour des services utiles, et encore là, ça comprend aussi toute notre surconsommation qu'il faut quand même interroger, questionner, challenger, c'est 1/3. Et il y a une perte durant la conversion en service. Tout ça, il y a des pertes d'efficacité parce qu'on n'utilise pas toujours la bonne énergie pour la bonne fonction. Pierre en a parlé un petit peu au niveau de la combustion du biométhane versus le chauffage par le biométhane. C'est des phénomènes de thermodynamie là, qui sont importants d'examiner. Donc, il y a une perte dans la conversion en service. Il y a un potentiel colossal de création d'emplois en sobriété et efficacité énergétique. Comme on est des champions gaspilleurs d'énergie, vous savez, l'Amérique du Nord, c'est 2 fois plus même que l'Europe, 200 fois plus que l'Afrique. Bien, jusqu'à un certain point, si on veut être un peu positif, on va dire qu'on a un potentiel d'économie d'énergie absolument hallucinant. Vous allez me trouver peut-être basculer le paradigme. Donc, recherche, innovation, mise en œuvre, il y a beaucoup à faire. Et dans la politique énergétique du Québec, c'est business as usual au niveau de l'efficacité énergétique. Il n'y a aucune ambition. C'est presque ridicule par rapport à ce qui est demandé à Gaz Métro, qui est demandé à Hydro-Québec. C'est fou par rapport au potentiel qu'on a, qui donnerait du travail quand on fait de l'économie d'énergie. Concrètement, on isole nos institutions, on isole nos maisons. Et ça crée de l'emploi de Gaspé en Abitibi, parce qu'il y a des habitations partout. Là. Et donc, c'est extrêmement novateur et intéressant. On n'a pas parlé aussi d'énergie renouvelable. D'abord, l'efficacité énergétique. Mais on parlait d'énergie à partir d'éléments résiduels. On a parlé de biométhane. On travaille beaucoup sur on appelle ça l'énergie. C'est la biomasse. Nous, on coordonne avec d'autres organismes à Nature Québec, Vision Biomasse Québec, avec des matières forestières résiduelles, on ne parle pas d'arbres debout, là, mais résiduelles, qui peut créer énormément d'emplois en région dans des circuits courts
pas se promener trop loin avec des camions de résidus forestiers, on perd tout avantage. Mais encore là, il y a des cycles, ça repousse. Donc, il y a énormément de création d'emplois, plus que du gaz de schiste incorporé dans nos canaux de distribution de gaz naturel au Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et il y a certainement un très, très gros lobby de ces champions économiques qui sont Gaz Métro, Hydro-Québec ou d'autres. Mais on nous fait passer des vessies pour des lanternes. On prétend que cette utilisation-là, et on utilise des outils aussi importants ici du marché du carbone avec d'énormes moyens comme le Fonds vert pour investir. On le fait à un moment donné dans des produits d'avion, dans des pipelines, même une fabrication de pipelines pour des hydrocarbures était financée par le Fonds vert. On a dit qu'on ferait le ménage. Mais lorsqu'on a toujours dans la politique énergétique et toujours dans le plan d'action climatique, le financement du gaz naturel, et là, à ce moment-là, bien, il va continuer à être financé par le Fonds vert. C'est une aberration, c'est une chose sur laquelle il faut absolument réagir. Et on a décidé ensemble, avec tous les organisateurs ici, de profiter du timing avec le rencontre cette semaine, demain, après-demain et samedi, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, de faire ressortir cette aberration dans les politiques publiques où on nous fait vraiment, où on nous présente quelque chose de façon fallacieuse. Et je pense qu'il faut collectivement ouvrir les yeux sur la réalité du gaz naturel. On espère qu'on vous a fait réfléchir à cette question-là. Merci.